Retrouvez les résumés de matchs et toutes les actualités sur bibasket.fr, le site numéro 1 sur le basket français. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, après les 3 premières journées de Betclic Elite, place aux compétitions européennes. Dès cette semaine, on a le droit au départ de l'Euroleague et de la BCL, et la semaine prochaine pour l'Eurocoupe et la petite sœur de la Champions League, la FIBA Europe Cup, dont on parlera tout à l'heure. Dans cet épisode de la causerie, on va parler des chances françaises, on va décrypter les groupes, et puis les compétitions en général, les rankings, et puis les possibilités de chacune des équipes, laquelle a le plus de possibilités d'aller loin dans les compétitions européennes. Est-ce que ce sera Monaco en Euroleague qui a construit le budget pour aller au Final Four? Est-ce que ce sera un des habitués de la BCL tel Dijon ou Strasbourg? Ou est-ce que ce sera Cholet dans la petite sœur des compétitions en FIBA Europe Cup? On va en parler tout de suite avec Gabriel. Salut, ça va? Prêt pour cette nouvelle saison européenne? Moi, ouais, tout le temps. Et toi, est-ce que t'es prêt? Bah oui, on a hâte de voir ça, hein, dès ce soir là, la BCL entre en scène. Ça a commencé hier d'ailleurs, je crois. Ça a Et commencé hier. ce lundi, pardon, avec Schmitz qui allait en Turquie. Et moi qui sont revenus avec plein de cas de Covid. Donc on espère qu'on va pas être trop gêné par ce Covid et que ça va le faire. En tout cas, ça annonce une grande saison. On va essayer de pas en parler du Covid pour pas se porter malheur. On va commencer par l'Euroleague. Forcément, la plus grande compétition, c'est là à laquelle on va consacrer le plus de temps, et on va commencer par se poser la question, est-ce que c'est l'année ou jamais pour Monaco? Et ça fait longtemps qu'ils mettent de l'énergie pour arriver en Euroleague. L'année dernière, ils ont eu, on se rappelle, un début de saison un petit peu chaotique, difficile. Ils ont fait une super fin de saison pour terminer à la 7e place et aller chatouiller l'Olympiakos. Ils étaient vraiment pas loin d'aller au Final Four. Est-ce que c'est l'année ou jamais selon toi? Bah, Monaco, c'est voilà, ils étaient à 5-6 points de mémoire du Final Four, donc évidemment, vu qu'on a l'impression qu'ils ont qu'ils sont un peu montés en puissance cet été, en tout cas budgétairement, c'est sûr, au vu des recrues, euh, ça paraît évident. Donc la prochaine étape, c'est de pouvoir aller au Final Four. Maintenant, la concurrence reste très élevée. Monaco a peut-être l'équipe la plus athlétique et la plus mobile de l'Euroleague. Donc, ils ont cette caractéristique. Voilà. Et puis après, on va voir si ça va prendre aussi avec tous ces formidables talents sur la ligne arrière, hein, Mike James, Jordan Lod et Eli Kobo. Il y a quand même beaucoup de choses à voir. Les matchs de Betclic Elite ne nous permettent pas trop d'en savoir plus sur cette équipe. En plus, ils ne peuvent pas aligner tous leurs joueurs étrangers. Donc, le premier match de cette semaine chez la Virtus Bologne, donc à l'extérieur, sera déjà significatif. Mais oui, clairement, pour moi, ils font partie des candidats. Maintenant, si je devais en choisir 4, je ne suis pas sûr que je les mettrais forcément directement dedans. J'attends d'en voir plus. De toute façon, en début de saison, c'est toujours un peu trop tôt, hein. C'est là qu'on fait nos rankings, mais c'est toujours un peu trop tôt pour des signatures. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression que l'équipe est un peu plus complète que l'année dernière, en tout cas de mon point de vue. Mais la question qui se pose toujours, c'est il n'y a qu'un ballon. Et est-ce qu'en ajoutant des mecs qui ont besoin plus de la balle, comme Jordan Lloyd à côté de Mike James et de Eli Okobo, même si on a vu qu'Eli a fait un très bon Euro sans avoir besoin de beaucoup avoir la balle, est-ce que ça ne sera pas problématique? C'est un peu la grande question un peu de l'année dernière et puis de cette année de Monaco. Ouais, après, ils vont embêter beaucoup de monde défensivement parce que Alpha Diallo, parce que John Brown, enfin rien que ces deux joueurs ensemble sur le terrain, voilà, il faut voir aussi Jared Blossingame qui découvre le niveau et qui est censé être un joueur majeur sur les postes 3 4. Donc il y a tout le matériel. L'effectif est peut-être un poil court pour aborder les deux compétitions, mais la différence par rapport à l'an passé, c'est qu'au lieu d'avoir 14 joueurs, ils en ont 12-13. Il y a plus de joueurs formés localement. Donc, en championnat de France, ils vont pouvoir faire un peu plus tourner parce qu'ils jouaient quand même en championnat de France plus à 8-9 toute la saison. Et mine de rien, Mike James, par exemple, a fait beaucoup de matchs de Betclic Elite. Cette année, il est annoncé qu'il en fera moins et que, par exemple, Mathieu Strazel aura plus ce poste 1. Enfin, il va être responsabilisé sur le poste 1 dans le championnat de France, au moins pour la phase régulière, assez régulièrement. Donc, voilà, sérieusement, bon, en attaque, on attend tous de voir effectivement si ça va être un peu mieux que l'an passé parce que c'était caricatural parfois. Il y a quand même John Bacon en moins qui était aussi un peu individualiste parfois. Ouais, Faut mais voir remplacé par Jordan Lloyd, on va voir si c'est pas l'un pour l'autre quand même.
Oui, c'est ça. Il faut voir justement le changement avec ces nouveaux joueurs, s'ils sont capables de jouer un peu sans ballon. Enfin, dès lors qu'un des talents a le ballon en main, s'ils sont capables aussi au lieu juste d'attendre dans le corner ou de venir demander la balle, s'ils sont capables de faire autre chose. Donc voilà, potentiellement sur le papier, Monaco a de quoi faire. Ils peuvent le faire. Si on devait parier aujourd'hui, ce serait trop difficile. Je me lancerais pas dans un pari compliqué, mais la potentialité de le faire, ça c'est sûr. Mais c'est intéressant de parler de Matthew Strasel. Il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions sur son choix en lui disant qu'il n'allait pas jouer de toute façon. Et lui a dit, bah non, Sacha Obradovic, il compte sur moi. Et précisément, c'est une des raisons pour faire tourner un petit peu et puis pas arriver non plus cramé. Parce que Mike James, à la finale face à l'Asvel, il avait l'air un peu à court de carburant et un peu émoussé tant physiquement que mentalement. Et ça compte. Et après, tu as parlé de John Brown, qui est un vrai défenseur et qui va être vraiment très important. Alors, Blossom Game aussi l'est parce qu'il va pouvoir apporter un danger de tir qui a un peu manqué face à l'Olympiakos. On a eu beaucoup, notamment Duzic qui a raté beaucoup de tirs. Va falloir assurer. Et pour l'instant, il a été bon, voire très bon. Mais je pense que c'est sur John Brown où il y a beaucoup de la défense et de la colonne vertébrale de Sacha Obradovic qui va devoir se reposer. Ouais, quand tu as Alpha Diallo qui peut défendre sur quasiment toutes les positions, on va dire de 1 à 4, et puis tu as John Brown qui était le meilleur intercepteur, je crois, de leur ligue avant l'arrêt de la saison de Kazan, puisqu'il était avec le club russe de Kazan, tu peux switcher sur tout, tu peux vraiment être embêtant. Voilà, c'est des joueurs qui sont hyper actifs, hyper intenses, et je pense qu'il y aura beaucoup de balles perdues provoquées, beaucoup de contre-attaques. Donc on va voir du jeu en transition, on va voir des dunks. Voilà. Et puis quand les équipes arriveront à matcher ça, ça va être la surprise de savoir si Monaco est capable sur demi-terrain de pouvoir s'exprimer aussi parce que l'Euroleague, mine de rien, cette année, malgré l'absence des clubs russes, cette absence a généré on va dire des pertes de grosses entités, mais tous les joueurs se sont à peu près retrouvés dans les clubs d'Euroleague et les promus, entre guillemets, le Partizan Belgrade, parce qu'ils sont promus par invitation, Valence aussi, et le vainqueur de l'Eurocup, c'est-à-dire la Virtus Bologne, c'est du très lourd. Donc voilà, il y a des clubs qui ont peut-être tu en vois d'autres, mais moi je vois par exemple le Fenerbahçe avec Titoudis en plus, du coup qui vient du CSKA Moscou et d'autres grosses recrues. Je vois quand même qu'il y a une bonne huitaine, si c'est du mauvais français, désolé, une bonne huitaine de candidats au Final Four, quoi. Il y a beaucoup de candidats. Alors, quand on regarde les rankings un petit peu qui sont faits par tous les journalistes à travers l'Europe, tout le monde a l'air à peu près d'accord pour dire qu'en termes de budget et de niveau d'équipe, on a quand même trois équipes qui se dégagent. Le Real qui a ajouté Janan Moussa et Mario Zonia qui a l'air très costaud dès le début de saison. Le Barça, Sergio Rodriguez aussi, quand même, un l'expérience. Surtout que le Necacho, poste 1 était un de leurs défauts. et la Et il y création a, aussi. voilà, et il y a encore la possibilité d'avoir Facu Campazzo, même si, par exemple, le Partizan est chaud sur le dossier. Ouais, donc le Real qui a investi dans le roster, le Barça mais qui a changé des choses, donc ça prend un peu de temps, surtout avec un coach comme Jassikevicius a besoin de mettre beaucoup de contrôle. Et puis les Fesses qui a rajouté encore des joueurs de niveau mondial. Mais après, en dessous, il y a quand même beaucoup de clubs qui, Fenerbahçe, je trouve, l'a fait très silencieusement. On n'a pas beaucoup entendu parler d'eux, mais c'est du recrutement intelligent alors qu'ils ont perdu des parties importantes de leur équipe. On peut penser par exemple au Maccabi, on peut penser à l'Olympiakos qui est toujours là et qui a une très bonne équipe et qui sera candidat au Final Four. Donc à peu près tout le monde place Monaco à la 6-7e place et c'est pas forcément parce que le niveau de Monaco est bas, c'est que plutôt le niveau s'est resserré en haut et qu'il y a beaucoup de candidats pour le Final Four. Oui, ne serait-ce que le Bayern Munich, qui, avec moins de grands noms, mais la défense de Trinchieri. Bon, il y a Milan qui avait fait une percée jusqu'au Final Four il y a 2 ans, hein, et qui s'est également amélioré, avec notamment Brandon Davids. Enfin, il y en a eu d'autres, hein, Deschamps Thomas. Il y a, pardon, Alamen, le Canadien, pardon, Pangos, Kevin Pangos. Donc, enfin, je Milan, veux ils ont dire, c'est. probablement la meilleure équipe qu'ils aient eue depuis que Messina est arrivé. Hein. Ouais, voilà, et puis on n'est pas à l'abri d'une autre surprise. Je parle des 2000 ans, donc le basket italien, la Virtus Bologne avec Shingelia, il y a quand même du très lourd sur le papier. Aujourd'hui, la saison d'Euroleague est quand même très longue. Les équipes ont capacité de s'améliorer. Voilà, on n'est pas à l'abri de surprise. C'est vrai qu'on ne parle pas forcément de l'ASVEL, mais étant donné
le niveau de compétition qui s'annonce, étant donné que j'ai l'impression que derrière ce recrutement des stars françaises, Nando De Colo, Geoffrey Lauvergne, on a un effectif qui est plus jeune, qui a moins d'expérience. On n'a pas beaucoup de certitude sur l'Asvel. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve qu'il y a un petit downgrade sur le papier, une petite baisse sur le papier pour l'Asvel. Je n'ai pas grand espoir concernant le top 8. Ils en parlent. Mais moi, je suis un peu réticent sur cette idée de top 8. Bah déjà, il faut donner une donnée, c'est que l'Asvel, c'est le 17e budget de l'Euroleague. Donc forcément, avec un budget comme celui-là, il faut faire des paris. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont basés sur des Français sur lesquels ils étaient plutôt sûrs et ils ont fait des paris autour. Et c'est une équipe qui a beaucoup changé par rapport à l'année dernière, notamment par rapport à ce sur quoi ils sont bons, par rapport à leurs axes de création. Donc on voit beaucoup de gens s'affoler parce qu'ils ont perdu du match. Ça prend du temps de créer un collectif. Donc moi, j'aurais tendance à leur dire donnez-leur du temps. Par contre, effectivement, quand on regarde les 8, 9, 10 meilleures équipes annoncées de l'Euroleague, ils seront probablement un ton en dessous. Ils vont probablement pas terminer 17e quand même. Je pense que c'est un peu comme tous les ans. Ils vont chercher des gros matchs parce que c'est une équipe qui va embêter notamment des équipes en haut, donc qui va générer des surprises. Par contre, sur la longueur de l'année, il y a quand même beaucoup de doutes, je pense, et même chez eux. Ouais, ce qui est dommage, c'est quand ta saison se termine en Euroleague très tôt. Tu sais que tu ne peux plus jouer le top 8. Et l'espoir dans les saisons de l'Asvel, c'est parce que ça serait de prolonger au moins le plaisir jusqu'à aller mi-fin février. Déjà, ça serait pas mal de pouvoir y croire. Mais quand je dis qu'il n'y a pas possibilité de top 8, enfin, je ne les vois pas forcément de top 8. Effectivement, je ne les vois pas non plus nécessairement 17e. Quand je vois les équipes de Valence, Baskonia, l'Étoile Rouge, même j'ai envie de dire le Partizan, mais c'est une équipe un peu particulière, je trouve, le Partizan, donc c'est un peu difficile à déchiffrer aussi. C'est dur à prévoir, ouais. Voilà, le Maccabi Tel Aviv, c'est très fort. Enfin, ils ont des gros joueurs sur le papier, mais sur le papier, on a l'impression que c'est un club qui a tellement de pression médiatique et qui bouge tout le temps et c'est un peu compliqué. C'est pas efficace, donc on pense que c'est faisable. Kaunas, c'est la même chose. Voilà, ils ont depuis l'après Jasikevicius, c'est quand même en difficulté. Puis Panathinaikos Athènes. Toutes ces équipes-là peuvent tomber largement contre l'Asvel. Puis l'Asvel peut faire des gros coups. Donc pour eux, la saison qui serait idéal, c'est entre guillemets, taper tous les petits, même si les petits, c'est vraiment entre guillemets, et à la maison, pouvoir taper quelques gros. Et avec ça, tu peux justement espérer aller jusqu'en février, fin février. Puis une fois que tu es là, tu te dis, bah écoute, il faut gagner le prochain match et on reste en course, quoi. Donc voilà. Mais la différence, c'est peut-être qu'il y a peut-être évidemment un leader comme Nando De Colo qui va toujours faire partie des meilleurs joueurs de la compétition s'il est en forme, qui va tirer vers le haut au niveau d'expérience, qui va peut-être sur la fin de match être très important. Il faut voir s'il y a d'autres joueurs qui, comme les années précédentes, se révèlent au niveau de la compétition. Il faut voir si David Laïti aussi retrouve son niveau d'il y a 2 ans parce qu'il a été considérablement affecté par les pépins physiques l'an passé. Il y a tous ces facteurs-là. Il faut qu'il y ait une corrélation de choses positives pour l'équipe de TJ Parker. Et voilà, je ne tire pas de plante sur la comète après le mauvais début de saison de Betclic Elite, mais on va voir on va vite le voir. Jeudi contre Milan. Et souvent, il faut profiter des débuts de saison pour engranger les succès parce qu'on commence plus tôt la Betclic Elite. On est prêt plus tôt peut-être. L'année dernière, la preuve en est avec l'année dernière avec le bon début de saison de l'Asvel. Les autres championnats viennent tout juste de démarrer, voire n'ont pas démarré, donc c'est l'occasion d'aller choper quelques victoires. Recrutement intelligent, je pense, par rapport à leurs moyens, donc ça se fera au fur et à mesure de l'année. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à l'Eurocoupe, qui pour le coup, c'est un petit peu différent. On n'a pas vraiment de contender. On a 2 équipes qui ont un peu le même parcours, qui ont eu des saisons un petit peu compliquées, alors pas forcément pour les mêmes raisons, c'est-à-dire la JL Bourg et Paris. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut avoir une belle surprise et un parcours européen, ou est-ce que ça va être une année galère pour ces 2 clubs?
Bah, je sais pas ce que tu en penses, toi. Bah, les groupes pour ces deux clubs paraissent très abordables. Bourg a raté les playoffs l'an passé. Ça serait assez étonnant ne finissent pas dans le top 8 de leur groupe parce qu'il faut finir dans les 8 premiers sur 10. Et puis après, ça reste ouvert avec ces matchs couperés des playoffs. L'année dernière, on a vu Bursaspor qui allait jusqu'en finale à la surprise générale après une superbe phase éliminatoire. Mais d'ailleurs, Bursaspor qui se retrouve dans le groupe de Bourg, qui est dense. Il n'y a que des bonnes petites équipes. Maintenant, c'est très abordable. Et puis Bourg, c'est un peu comme l'Asvel. C'est beaucoup de nouvelles têtes, beaucoup de joueurs entre 24 et 26 ans qui peuvent faire la bascule s'ils réalisent une bonne saison en Eurocup. Ils sont venus pour ça. Ils vont être responsabilisés pour aller en gros vers des grosses armadas européennes. Et donc, on va voir il y a des joueurs à ce profil-là. Je sais pas ce que je sais pas si tu les as vus, par exemple, contre l'Asvel, ce que tu as trouvé de cette équipe de Bourg-en-Bresse. Bah, c'est c'est un projet à long terme, je pense. En tout cas, en changeant de coach et en prenant Freddy Photos, il y a un changement de direction. Ils ont pris des joueurs jeunes. Je pense en repartant un peu sur les bases et sur l'identité du club, qui n'est pas forcément d'aller chercher des gros Américains et d'aller structurer, mais de baser aussi des choses sur des Français autour. Ils ont des bons Français, ça s'est pas très bien passé l'année dernière. Je pense qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Alors dans un groupe qui, on va parler du niveau après de l'Eurocoupe qui est peut-être le plus bas qu'il ait jamais été. Leur groupe est un peu plus compliqué, je pense, que le groupe de Paris. Ouais. Donc c'est aussi, eux sont certainement vont être un peu meilleurs que Paris. C'est un très bon test pour eux. Il y a pas mal de bonnes équipes, ça va faire des bons matchs pour une équipe qui cherche à se construire. C'est bien de s'entraîner, mais aussi va falloir vite être là et être présent. Ça risque d'être un petit peu compliqué au début, mais je pense que c'est une équipe qui va monter en puissance tout au long de l'année. Qui a montré des belles choses cette C'est année, un groupe, malgré la tu défaite. as raison sur la disparité des groupes. Ce qu'il y a dans leur groupe, c'est qu'il y a des équipes qui sont habituées à l'Eurocup et qui Ouais. étaient bloquées par les grosses armadas des dernières années qui sont montées en Euroleague. Et ça libère un peu. Moi, je pense que la première, c'est Badalone, puis il y a Bursaspor qui allait en finale l'an passé, mais Ulm, bah, Bourg a l'habitude de les affronter en Eurocup maintenant. Venise, c'est pareil, ils sont habitués à l'Eurocup. Brescia qui a fait un beau recrutement avec notamment CJ Massingberg qu'on a vu à Limoges la saison passée. Panevesis, les Lituaniens, ils ont créé vraiment une certaine culture. Ils ont sorti, je crois, en demi-finale Zalgiris Kaunas l'année dernière, en demi-finale des playoffs lituaniens, je crois que c'est eux. Voilà, même Prometei, le club ukrainien qui avait fait un très beau Magnifique parcours saison. voilà, en BCL l'an passé. Donc effectivement, le fait d'aller, même Cluj Napoca, ils ont fait pareil, un très bon parcours en BCL. C'est pas à jouer de finir dans le top 8 des playoffs déjà. Et puis, ça se trouve, il y aura peut-être 3 victoires d'écart entre le top 4 du groupe et le premier non playoffable. Donc voilà, ça va être intéressant de suivre ce groupe qui est très ouvert. Quant au groupe de Paris, effectivement, c'est un peu plus faible. Voilà, je ne sais pas ce que toi tu penses de cette équipe parisienne, si elle est apte à pouvoir jouer les playoffs avec son effectif assez court. Un peu court, un peu trop court. Alors on a entendu. Alors déjà, ils ont des soucis avec le coach. On espère que ça, au moins, ça va pouvoir, parce que c'est jamais facile de préparer sereinement des matchs quand on sait qu'on ne sait pas qui va coacher. Donc on espère qu'ils vont résoudre ça. Je pense que l'effectif, effectivement, est un peu court pour jouer autant. Ils ont parlé de la possibilité de signer des joueurs assez rapidement dans la saison. Euh, Ils ont eu un mauvais début de saison. C'est aussi une équipe qui a changé beaucoup, qui a changé de coach. Ça prend du temps, la mayonnaise. Donc je pense que c'est très difficile à dire. Ça les arrange, je pense, d'avoir un groupe un peu plus abordable que Bourg. Ouais, voilà. Ce qui est intéressant dans ce groupe B, c'est un peu le projet de l'Euroleague par rapport à l'Eurocup. Finalement, c'est que là, si on regarde aujourd'hui l'Eurocup, c'est qu'il n'y a pas forcément de vrai candidat naturel à monter en Mhm. Euroleague. On l'a évoqué hors antenne. On va utiliser ce terme de hors antenne avant. Mais dans ce groupe de Paris, il y a Grande Canaria qui était allé en Euroleague, ça avait été catastrophique. Bunichnot, Podgorica, ça avait été Podgorica. catastrophique. Voilà, il y a des clubs, on se demande si de loin, on ne sait pas vraiment s'ils veulent monter comme la Poel Tel Aviv
qui a fait un bon effectif si je ne me trompe pas, il y a Hélène Howard, le français, dans l'effectif. Voilà, et puis après, il y a des bonnes petites équipes, Trente, voilà. Mais finalement, les clubs qui pourraient atteindre l'Euroleague à terme et qu'on peut envisager comme des futurs clubs de pensionnaires de l'Euroleague, c'est Paris et Londres. Ça, c'est un peu la nouveauté, Londres à ce niveau. Voilà, ils ont fait une équipe constituée de joueurs de très divers horizons, avec des très gros CV comme Kostas Koufos, mais on se demande s'il peut toujours jouer, ou Sam Dekker. Voilà, des internationaux anglais qu'on connaît, britanniques, pardon, comme Ovi Soko qui était au Mans, Luke Nelson qui était à l'ESSM Le Portel. Mais bon, c'est une équipe qu'il faut clairement taper. Il y a Wrocław qu'il faut taper. Je pense que Turk Telekom Ankara, c'est très différent si tu les joues en Turquie ou chez toi. Donc, c'est très abordable pour Paris. Ça va faire une riche expérience. Mais là, l'effectif me paraît court, surtout quand il y a un joueur comme Juan Bégarin qui est blessé, comme actuellement. Voilà. Il manque peut-être un poste 5, un autre poste 1 à suivre. Et si finalement la meilleure chance française, en tout cas sur les compétitions, c'était pas la Champions League, puisqu'on a pour le coup des habitués des joutes européennes qui ont, alors pour Dijon, conservé un noyau assez important, et ça va être vital pour eux parce qu'ils sont dans un groupe, on en va en parler juste après, plutôt compliqué, peut-être le plus compliqué de tous, avec deux autres équipes, Strasbourg et Limoges, qui ont plus changé de choses et qui vont avoir des groupes un peu plus abordables. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Dijon a le groupe plus compliqué parce que Sassari, c'est un très bon club italien désormais. Ils sont bien installés en BCL. L'Unicaja Malaga, évidemment, aussi, qui a recruté notamment Will Thomas, Dylan Ossetowski de Lasvel. Voilà, donc puis c'est une ville de basket avec un large public. Voilà, c'est compliqué. Toujours Mais difficile d'aller là-bas. je crois que Dijon les a croisés ces dernières années en BCL et je crois que ça va porter plutôt chance. Voilà, pas au Salonique. Après, l'ouverture de la BCL aujourd'hui, c'est qu'il faut finir dans les 3 premiers du groupe. Bien sûr, le mieux, ça serait de finir premier et tu files directement au deuxième tour. Sinon, tu passes par le play-in en fin d'année ou peut-être que les organismes sont fatigués, mais il vaut mieux finir deuxième pour avoir la belle éventuelle. Donc voilà, le groupe le plus dense, c'est celui-ci. Et puis après, je ne sais pas comment tu vois les équipes de Strasbourg et de Limoges qui apportent peut-être moins de garanties. Dijon est quatrième masse salariale de Betclic Elite quand même, je crois. Hein. Donc Ouais. ils ont fait un beau roster. Et puis avec beaucoup de continuité. Et alors c'est toujours pareil, c'est qu'en début de saison, on l'a dit, ça aide. Il y a des automatismes, ils ont reconstruit l'année dernière, ils ont un groupe qui fonctionne, et puis ça va les aider certainement pour essayer de gratter ce groupe, parce que c'est le groupe difficile, mais c'est un groupe ouvert aussi, il n'y a pas forcément de favoris, entre guillemets. Malaga est allé loin l'année dernière, Sassari est toujours dangereux, mais je pense que Dijon peut se battre avec eux. C'est un petit peu différent, alors c'est ça qui est marrant avec Limoges et Strasbourg. Limoges, par exemple, est dans un groupe, pour le coup, plus abordable, malgré leur situation à eux, où ils sont en train de reconstruire et ils sont encore en train d'essayer de se trouver, face à Manresa, qui, je pense, est un peu moins fort que l'année dernière. Et puis deux autres nouveaux, entre les Lettons de Riga et les Portugais de Benfica, qui, c'est un peu l'inconnu de comment ça va se passer. Donc peut-être que ça permettra à Limoges, justement, de se remettre sur le chemin de la victoire en Betclic Elite. Ouais, Limoges, ça paraît correct. Et Manresa, si on part du principe qu'ils étaient allés au Final Four, on se dit c'est une grosse équipe. Alors en BCL, les équipes espagnoles sont quand même elle est toujours présente parce qu'en fait c'est la meilleure ligue d'Europe, ça évidemment il n'y a pas de débat. Et donc en fait les premières coupes d'Europe sont bouchées par les mastodontes que sont Barcelone, Real Madrid, Vitoria, Valence. Et derrière, il n'y a pas de place. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des équipes espagnoles en Eurocup cette année? Je crois pas. Si, Donc, Badalone et oui, Gran Badalone. Canaria. Bon, ben voilà, je dis une bêtise et on en a parlé juste avant. Voilà, donc ça fait déjà top 6, mais derrière, en fait, il y a plein de super collectifs. Bon, Tenerife, qui est un habitué, qui est Qui est peut-être le favori d'ailleurs de la Champions League, encore une fois. Voilà, qui a une académie de jeu exceptionnelle. Manresa avec Pedro Martinez, l'année dernière, ça a bien pris. On va voir si cette année, ils ont quand même de la continuité, malgré le départ de Tima Moneke, Sylvain Francisco, Ismaël Abako, Thomasson. Ça fait quand même du beau monde. Mais oui, donc pour Limoges, à voir. Il y a une culture de la Coupe d'Europe, donc Beaublanc sera chaud en semaine et ça risque de peser. Voilà, et puis Strasbourg, je pense aussi quand même, leur groupe est assez abordable. Et il y a quand même, tu parlais de continuité à Dijon, même si
s'il y a l'effectif est renouvelé à 50% à Strasbourg, il y a quand même une bonne continuité, l'expérience de la Situovi maintenant. À mon sens, ça devrait le faire. Il y a une culture qu'il a construite depuis longtemps. Lassi, qui est là, il a développé des choses. Il l'a dit lui-même, notamment après le match contre Nancy, qu'ils ont gagné pour débloquer le compteur. C'est difficile, il faut se mettre en place, voilà. Mais le groupe travaille bien, ça se passe bien. Puis, il y a quand même des certitudes toujours avec ce club qui performe, l'air de rien, en compétition européenne. Je pense qu'on a 3 clubs qui vont réussir à passer les poules, je pense en tout cas, et même les play-in. Et après, c'est un championnat qui est, on l'a dit, Tenerife paraît très fort. Mais après, petite place au Final Four, il y a la place, en tout cas. Ça serait bien, ça serait chouette parce que le dernier Final Four pour une équipe française, il y a le Final 8. Et donc Dijon, c'était le tournoi de début saison il y a 2 ans. Ils avaient été en demi-finale après avoir sorti le TT en quart de finale. Et puis bon, ça serait bien que... Aujourd'hui, il y a un débat, toujours en début de saison, de savoir quel est le deuxième meilleur championnat européen derrière la Liga Endesa. Et c'est très confus. Et la Betclic Elite, alors ça se joue à rien, puis c'est des critères qui ne sont pas forcément toujours objectifs, pourrait être le deuxième meilleur championnat parce que la Turquie, c'est un championnat où il y a des grosses têtes d'affiche, mais derrière, c'est plus faible. Mais pour ça, il faut qu'on soit, entre guillemets, vraiment présent dans les phases finales en Eurocup et en BCL, qui sont des championnats, il n'y a pas les clubs qui ont des vingtaines de millions de budget. Donc, Limoges, Strasbourg et Dijon représentent des clubs de haut tableau du championnat qui travaillent bien sur la continuité. Et ça serait bon signe si effectivement ils allaient au moins en quart de finale et qu'il y avait un ou deux placés au Final Four. Puis on peut parler de visibilité rapidement, parce que l'année dernière, on avait commencé la saison avec des matchs qu'on ne pouvait pas regarder. Cette année, on a une plateforme qui s'est créée, donc c'est un peu plus facile de suivre, en tout cas l'Euroleague et l'Eurocoupe. Et puis, vous avez la possibilité de regarder les matchs de Champions League et de FIBA Europe Cup, puisqu'on va terminer par ça. On va parler de Cholet Basket qui s'est qualifié en FIBA Europe Cup, où, c'est un peu plus difficile de savoir qui est favori, parce que le niveau est un peu inférieur. Je vous défie d'ailleurs tous de citer les derniers vainqueurs de la FIBA Europe Cup sans aller regarder. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Cholet, qui est dans un groupe avec un club bulgare, un club roumain et les kangourous belges? Ouais, alors leur club, à mon avis, leur groupe, ça demande de faire du 6-0. Voilà, peut-être qu'Oradea, sur le papier, c'est un peu plus compliqué, même si j'ai pas en tête les équipes. Voilà, mais Cholet a une bonne équipe, ils ont fait une belle pré-saison au complet. L'équipe est complète, il y a la continuité de la saison passée. Bon, 4 joueurs, hein, plus le coach, c'est déjà pas mal. Il y a l'expérience. TJ Campbell a gagné cette coupe, même si à l'époque, la FIBA Europe Cup, c'était plus la C3 que la C4. Oui. Donc, c'est plutôt bon signe. Il y a des jeunes qui ont faim. Il y a des joueurs expérimentés comme Quintili, Perry Ellis, TJ Campbell, on en reparle. Je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour faire un très bon parcours. Maintenant, savoir si c'est dire qu'ils peuvent gagner le titre, on serait un petit peu... on ne connaît pas forcément le niveau des adversaires, mais sur le papier, moi, quand je vois toutes les équipes là, que j'ai devant les yeux, il n'y a pas de club qui paraissent comme ça avoir une énorme renommée et capable de mobiliser des très bons joueurs. Voilà, il y a Bamberg, je ne sais pas si toi tu en vois d'autres, peut-être qu'il y a Brindisi en Italie. Je ne sais pas si tu imagines d'autres clubs capables de barrer la route de Cholet. Le club d'Antwerp qui travaille bien aussi, mais c'est des niveaux qui sont quand même inférieurs, surtout par rapport à une équipe de Cholet qui a de la constance, qui a bien travaillé l'année dernière, on l'oublie un petit peu vite, mais failli faire tomber l'Asvel en quart. C'était peut-être l'équipe qui a le plus embêté l'Asvel, alors on exclut Monaco forcément, mais dans toute la saison, malgré le fait qu'ils aient terminé 8e, ils ont fait une deuxième partie de saison canon. Et ce sera peut-être la surprise avec peut-être la grosse cote. En tout cas, moi j'y crois parce que je trouve que l'équipe est bien construite, bien coachée, et en plus avec l'ajout de personnes comme Kim Tilly, qui sont des atouts et sur le terrain et en dehors, pourquoi pas un petit titre. Écoute, et puis je sais pas si toi tu vas apprécier, mais ceux qui sont vraiment fervents, férus de basket, ça va être
un petit plaisir des fois de regarder justement ces matchs et de voir découvrir des joueurs qu'on ne connaît pas, des talents cachés. Aussi, ce qui est plaisant dans cette Coupe d'Europe, ben, c'est que ça ouvre un peu le champ à des pays qui ne sont pas en Coupe d'Europe autrement. Il y a Fribourg, les Suisses, qui sont quand même, qui ont fait une Une bonne excursion en équipe. BCL. Voilà, il y a des clubs tchèques, slovaques, euh, Les clubs portugais, euh, tu en as parlé, mais il y a des clubs le Tour FC portugais, parce qu'il y Porto. a une montée en puissance du basket portugais. Voilà, même le basket roumain, on l'a évoqué avec Cluj Napoca, hein, qui a fait une belle saison l'année dernière, ça les conforte là-dedans. Puis il y a les Winner League, le championnat israélien, qui a un bon championnat, qui a plusieurs représentants. Donc on ne dit pas que Cholet est le grand favori. C'est juste qu'il y a sans doute la place pour faire un très beau parcours et pourquoi pas gagner un titre européen. Et un des trucs dont on n'a pas parlé, mais qui est très important, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup moins de joueurs en Russie, et même l'ambassade américaine vient d'essayer de rappeler les joueurs, notamment qui jouent en Russie, bah, ça répartit un peu le niveau, ça nivelle un petit peu les choses, et bah, ça rebat un peu les cartes. Donc ça va être une année un peu particulière, avec une Euroleague certainement plus forte que d'habitude, une Eurocoupe moins forte, une Champions League plus forte, et donc probablement une FIBA Europe Cup qui devrait également avoir un niveau plus relevé. Ça devrait être sympa. Il y aura des bons mercredis soirs, des bons jeudis soirs à regarder des matchs originaux. Voilà. Eh ben écoute, je te souhaite une bonne saison, Hugo. Je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter, puis surtout, je souhaitais une très bonne saison européenne à tous Tous nos nos, représentants. voilà, c'est ça. En espérant, on va suivre ça en espérant qu'il y ait beaucoup de succès, que ça aille loin, qu'on vive des belles émotions tout au long de la saison. Et qu'on Et, fasse des previews playoffs, savoir quelles seront les chances de nos Français. et pourquoi pas, et pourquoi pas. C'est ce on n'a plus qu'à espérer. Mm. Voilà. Bon, ben on va conclure ce premier épisode de la saison club, puisqu'on a parlé jusqu'ici que de la Les hommes. causerie, que des équipes nationales. Vous pourrez nous voir sur notre chaîne YouTube de Bibasket, sur les réseaux sociaux aussi avec Process Corporation. Et puis n'hésitez pas à commenter, à vous abonner également aux différents comptes, et puis interagir avec nous. Ça nous fera plaisir de pouvoir répondre. Et puis on se retrouve bientôt, Hugo. Ouais, dites-nous qui est pour vous le club qui fera la meilleure saison en compétition européenne. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour parler des filles aussi, qui elles aussi ont les cartes pour faire une très belle saison. Exactement. Merci à tous et puis à bientôt tout le monde. Ciao ciao. À bientôt, ciao ciao. Retrouvez les résumés de matchs et toutes les actualités sur bibasket.fr, le site numéro 1 sur le basket français.